Dominique Lenaine, bonjour et merci Bonjour. d'avoir fait le trajet de Brest pour venir répondre un peu à nos questions et présenter votre dernier livre, Quand l'olivier renaîtra de ses cendres. Mais avant de faire le jeu traditionnel questions-réponses, j'aimerais lire les deux premières phrases du prologue. C'est une terre de désolation, une vision apocalyptique d'un décor pourtant magique. Le sable est une mer d'huile bleue à perte de vue sous un ciel clément. La plage, recouverte des vestiges d'une explosion, est désertée en cette matinée. Une femme sillonne le lieu, cherche, par un examen minutieux, dans les décombres des stigmates de vie. Je pense que cette phrase, finalement, résume le cheminement du livre. Alors, vous êtes chirurgien, professeur émérite, très investi dans l'humanitaire. Pourquoi ce livre? Ce livre, c'est une espèce de cri, une espèce de révolte en fait que j'ai au fond de moi. Depuis le retour de Palestine, la dernière mission qu'on a faite, c'était en octobre 2023. Et c'est vrai que ce qui se passe en ce moment est très très difficile pour les Palestiniens de Gaza. Et je ressens une forte injustice par rapport à tout ce que l'on peut voir, tout ce que les médias diffusent. Une injustice qui est alimentée par le fait que je connais ce territoire pour vous pourriez y avoir été plusieurs fois, depuis pas mal de temps déjà, une vingtaine d'années. Et cette injustice par rapport finalement à une population qui vit dans un territoire extrêmement clos de toutes parts, qui ne peut sortir et qui subit en permanence. Effectivement, c'est passé le 7 octobre avec le massacre du Hamas. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, qui est absolument horrible, mais la réponse d'Israël est disproportionnée. Complètement. Oui. Et cet ouvrage, j'ai voulu en fait pointer du doigt le fait qu'il y a une population qui souffre plus que tout autre, ce sont les enfants. Oui. Et les enfants du présent, mais ces enfants aussi qui vont devenir des jeunes adultes ou des adultes, quel type d'adultes vont naître, quel type d'adulte va naître, qu'est-ce qui va éclore de cette voilà. tragédie? Qu'est-ce qui va éclore de cette tragédie? Je dirais, on serait tenté de dire des dommages collatéraux, mais c'est un petit peu trop facile quand effectivement... Voilà. Alors, qu'il y ait une réponse, je vais dire, musclée, ça peut se comprendre. 3 ans, presque 3 ans, ça fait peut-être un petit peu long. Ou alors c'est une preuve d'incapacité parce qu'ils ne sont toujours pas arrivés à, je vais dire, tuer le noyau du Hamas. Enfin c'est mon opinion, mais je pense que c'est un petit peu décalé tout ça. Alors, la situation à Gaza aujourd'hui, outre les enfants, qu'en pensez-vous? Ces personnes déplacées, on les amène, du jour au lendemain, on fait terre brûlée. Il y a peut-être quand même de quoi dire. Oui, bien sûr. Hein. Et puis, c'est une guerre qui se passe sous nos yeux, en fait. Oui. C'est une guerre qui se passe sous nos yeux. On la voit par toutes les images qui nous sont montrées. Et c'est vrai que cette guerre, elle est dans nos vies, quelque part. Et puis, elle est banalisée, je dirais, un peu trop. Il n'y a pas de réaction de gouvernants, il n'y a pas de réaction, je dirais, d'hommes d'État. Si la société civile se mobilise de partout, je trouve, pour dénoncer une grosse injustice, parce que tous les jours, les bombardements, bien sûr, font beaucoup de morts. Et puis il y a aussi cet accès à l'eau potable qui n'est pas donc possible pour la plupart des Palestiniens. Il y a donc cet accès à l'alimentation qui est difficile, puisque les aides humanitaires ne parviennent pas à traverser donc les frontières. Et donc tout ça, c'est très attristant, et ça nous montre en fait cette terre de désolation dont je parlais tout à l'heure, enfin, en tout cas on parlait dans l'introduction. C'est une véritable terre de désolation, puisque 80% du territoire a été anéanti, démoli, on le voit au travers des images, malheureusement. Donc c'est une impression d'impuissance, l'impuissance des grands de ce monde, finalement, qui n'arrivent pas à résoudre ce problème-là. On parle tous de 2 pays, 2 souverains, l'Israël et Palestine. On aimerait
On en est sans doute encore un peu loin, mais pourtant ce sera la seule solution pour taire les armes. Oui. Et pour que chaque peuple puisse reconnaître un État palestinien de manière à avoir deux vrais interlocuteurs, et pas, je vais dire, un omnipotent qui est Israël, et puis des groupuscules qui vivotent plus ou moins, mais qui n'ont pas, je dirais, parole tangible. Voilà. Je pense que c'est sûrement la meilleure des solutions. Après, il y a plein d'obstacles, bien entendu. Bien sûr. Ceci dit, cette situation crée en plus un sentiment planétaire d'antisémitisme. Parce que vous parliez des images qu'on voit effectivement dans les médias, des enfants, bon, on ne pense pas qu'ils soient membres du Hamas, et donc de ce fait, je vais dire, le bourreau change de côté. Tout à fait. C'est vrai que ça alimente un antisémitisme qui est galopant, malheureusement aussi même en France. Bien sûr, partout. Pas se tromper de débat, c'est pas contre les Juifs, hein, c'est contre l'État d'Israël. Il ne faut pas mélanger. Il y a un amalgame qui se fait, bien entendu, par rapport à cette guerre qui est terrible. L'humain fait un amalgame. Il ne va pas se rendre compte d'un côté il y a un État et de l'autre côté, je dirais, une religion. Il mélange tout. Voilà. Et puis nous qui essayons justement de faire porter cette parole de paix et surtout de soins aux gens qui nécessitent des soins, parce que je suis médecin avant tout, et c'est vrai que le soin là-bas, l'accès aux soins est extrêmement difficile. Par ces voies-là, on voudrait justement dénoncer ce qui se passe là-bas, parce que c'est pas... je veux dire que tout être humain a le droit d'être soigné, a le droit de manger, a le droit et on voit que ces droits-là sont bafoués actuellement. C'est pour ça qu'une solution finale, qui serait une résolution vers la paix, est à privilégier. Mais on en est malheureusement, je ne vois pas comment on va sortir de cette situation. On a une impression d'impasse, d'impuissance et de plus, il faudra tout reconstruire. Oui, alors ça c'est un vrai problème. La reconstruction qui demandera des années et beaucoup d'argent. Pour reconstruire, ça nécessite des capitaux. Années, bien sûr. Et réinstaurer peut-être une forme de vie. Oui, parce qu'avec la reconstruction, c'est réinstaurer aussi une forme de vie, entre guillemets, je dirais, normale. Mais vous qui avez, je vais dire, réparé nombre d'enfants lors de vos missions, que ressentez-vous en voyant ce désastre humanitaire, et notamment dans la population infantile? Un sentiment de malaise, un sentiment d'injustice et de révolte permanente, puisque les enfants... c'est l'avenir, les enfants, on aimerait, je veux dire qu'on est tous des parents, on est parents d'enfants, et ces petits enfants que l'on a, que l'on porte et que l'on élève, c'est pas pour les voir tués, c'est pas pour les voir malades et non soignés. Oui. Et ces enfants, il faut savoir aussi que, bien sûr, beaucoup sont morts, beaucoup sont blessés, mais ce n'est pas simplement les blessures qui atteignent les enfants, blessures physiques, il y a les blessures mentales et morales, mais aussi toutes ces maladies, chroniques ou non, qui ne sont plus prises en charge ou très peu. Les cancers par exemple, les maladies chroniques, le diabète. Un enfant à 2 ans peut être diabétique, ça arrive. Sûr, Et quand on n'a pas de traitement, comment on soigne des enfants comme ça? Et donc il y a des pertes de chance qui sont énormes pour ces enfants-là. Donc on prépare des enfants qui ne peuvent pas être soignés, et dans un contexte où la prise en charge est très difficile, la vie est rendue très difficile, pas d'habitation que des tentes, pas à manger, pas d'eau potable, etc. Une vie de rue. Et quel avenir, je reviens à ce que je disais initialement, quel avenir on prépare pour des enfants qui vont être élevés dans quelques années sont des adultes. Voilà, et on a l'impression que c'est une situation qui se pérennise et qui va se pérenniser dans le temps. C'est-à-dire que si on veut préparer une violence, on ne pourrait pas s'y prendre autrement. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'allais dire. Parce que l'enfant, entre guillemets, martyr d'aujourd'hui, demain sera adulte et n'aura qu'une seule idée, c'est une idée de vengeance. Voilà, alors tous peut-être pas, mais une grande partie, et ils seront de toute manière sensibles à un discours qui susciterait cette vengeance ou cette revanche, appelons ça n'importe comment, mais je veux dire, l'injustice, il faudra bien à un moment donné qu'elle ressorte dans le mauvais sens, je dirais, en retour plutôt. Mais oui, malheureusement je dirais, parce que donc finalement on risque de voir une situation comme ça se pérenniser dans le temps, avec une population à Gaza. Vous voyez, moi quand j'ai commencé mes missions en 2002, il y avait 1 500 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 2,3 millions.
donc progression dans un territoire qui fait 40 km grosso modo de long sur 10 de large. Vous voyez les conditions de vie, même si on reconstruit Gaza, la population va continuer donc à se développer, hein, parce que donc les familles ont pas mal d'enfants. Et de toute manière, il y aura toujours une problématique qui est la surpopulation dans une bande qui est extrêmement étroite et fermée et contrôlée de partout. Donc entre les enfants, dans quel contexte vont-ils grandir, entre une population qui va également grandir, je pense qu'on est là, on a un véritable terreau pour que la situation se pérennise malheureusement. Voilà, mais ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est une reconstruction de Gaza, bien entendu. Et peut-être enlever ce territoire enclavé. Oui, une solution à des États, mais quels États ? Une solution qui permettrait au moins un apaisement. Oui, tout à fait. Et pas donner l'impression d'avoir, je dirais, parqué des gens, plus ou moins avec un avenir de destruction. Oui, parquet, c'est un terme tout à fait exact. Hein. Oui, parce que bon, c'est pas grand-chose. En gros, je veux dire, 400 km², c'est rien du tout, quoi. C'est même moins un petit peu. Oui, mais bon, on va pas chipoter, mais bon, ça fait pas grand-chose. Alors, après de Gaza à Jénine, où vous parliez donc justement de l'aide humanitaire apportée, la reconstruction physique de certains enfants, après Anna qui soulevait déjà le problème de murs, même je vais dire invisible entre deux populations ou deux ethnies, appelons ça comme on veut. Ce roman, c'est donc un cri d'alarme, un avertissement, une demande de paix. Oui, avant tout. Quand on dénonce la guerre, c'est pour annoncer la paix quelque part. Et donc c'est l'histoire... Pas toujours prouvé. Hein. Enfin bon, disons. Mais c'est un journal. En fait, l'idée, c'est quoi au départ? Bon, c'est Omar qui parle, c'est un enfant qui est né en 2001 et ça s'arrête en 2025, en janvier 2025. Il fallait bien arrêter le roman à un moment donné. L'idée, c'était de montrer que cet enfant, Omar, qui commence sa journal à l'âge de 2014, donc il a donc 13 ans. Il commence son journal à l'âge de 13 ans jusqu'en 2025. L'idée, c'était justement de montrer la vie d'un enfant sur une vingtaine d'années, avec la situation aujourd'hui aussi, et de voir l'évolution de ces conditions de vie en fonction du contexte. Donc c'est un roman qui est basé sur d'authentiques faits réels, faits réels. Pour la plupart de ce qui est écrit, c'est la réalité. Omar est fictif. Omar est fictif. Ça pourrait être n'importe qui. Voilà. Mais c'est dans un contexte de réalité, ce qui fait qu'il y a des passages de journal, beaucoup de journal. Il y a aussi des passages qui donnent le contexte de l'évolution de la situation politique, en tout cas la situation des Gazaouis au fil du temps. Et puis il y a aussi des dialogues également, des échanges avec des amis à lui. Enfin, c'est donc, Omar est au sein d'une famille qui a été brisée aussi. Ça, vous le saurez quand vous le lirez. Oui, mais on va pas tout dévoiler. L'idée, c'était justement de préparer les esprits, de montrer qu'un enfant qui naît et qui vit là-bas, soit il est vraiment empreint d'une forte résilience, il est prêt à pardonner, peu probable. Soit l'inverse. Et justement, je ne dis pas comment ça se termine, mais justement, Omar, c'est un enfant qui, et je me dis qu'il doit, je ne pense pas que tous les Palestiniens sont prêts à se plonger. Je pense qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont pour justement la paix et la résilience, malgré les conditions extrêmes. Et je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas en Palestine au moins un gamin, un enfant comme ça, qui justement, malgré tout ce qui arrive, se disent mon chien, il faut qu'on fasse quelque chose pour un discours de paix. Je veux pas dire de solidarité, de compréhension. Compréhension, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais disons de solidarité et surtout un discours basé sur l'avenir pour une paix. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose le mot paix, mais je veux dire pour une situation pacifique, durable. Voilà. Parce que paix, finalement, c'est un petit peu générique comme terme. Au moins une situation pacifique, durable, comme vous dites. Hein. Et oui, beaucoup l'espèrent, bien entendu. Donc finalement, c'est un roman d'espoir. C'est un roman d'espoir, oui. Je pense que c'est un roman d'espoir. Et puis voilà, je tenais, là, c'est, comme je le disais donc à mon éditeur,
Jonathan. Je tenais justement, c'est un roman que j'ai écrit en 4 mois, hein, très rapidement. Parce que c'est à montrer tellement l'autre côté, enfin un contre-média, je veux dire, peut-être faire un petit peu un contre-média qui a toujours l'habitude de montrer les situations dramatiques et à la limite jamais d'optimisme. Oui, c'est ça. Je pense que, oui, effectivement, vous avez raison. Donc ce roman, on a dit, c'est un petit peu je veux dire, un livre d'espoir, un livre de philosophie aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre dans une situation dramatique. Peut-être une résilience future, tout au moins de certains, et puis surtout, je pense, un constat de la situation aujourd'hui. Voilà, un constat de la situation d'aujourd'hui, parce que je pense que j'appartiens à la société civile, et c'est vrai que la société civile est à même justement d'alerter, et d'alerter sur des conditions de vie qui sont inhumaines. Et je suis persuadé que si tout le monde s'y mettait, si tout le monde se rassemblait autour de cette cause humanitaire, je dis bien humanitaire, on est vraiment dans l'humanitaire là, peut-être que les choses changeraient. Et j'ai la forte impression que dans le monde, juste un détonateur pour que ça change. Les choses bougent. Je trouve que les choses bougent au niveau du monde civil, de la société civile. Je trouve que les choses bougent et que on voit que la situation aujourd'hui catastrophique avec tous ces morts quotidiens est mal vécue par le monde. Et ça commence à bouger beaucoup plus. Et je pense que j'ai peut-être espoir qu'on arrive à trouver une solution finale, justement par l'intermédiaire de la société civile. C'est l'humanitaire là qui parle. C'est l'humanitaire. Et malheureusement pas par les politiques. Non, il y en a assez qui en parlent. Pas de projet pour l'instant, je vais dire, de voyage justement pour aller évaluer peut-être cette situation, si tant est que ce soit réalisable. C'est réalisable, c'est pas évident de partir actuellement. Moi j'attends que la situation s'améliore pour repartir déjà à Génine. Quand il y a eu une mission à Génine, parce que Génine aussi a été bombardée, Génine c'est très compliqué également. Et puis aussi peut-être probablement faire quelques missions à Gaza pour donner un coup de main, parce qu'il y a plus de 100 000 blessés, des blessés de toutes parts. Sanitaire catastrophique. Situation catastrophique. Donc on attend, et je pense que les médecins, en tout cas tout ce qui est humanitaire, les humanitaires se presseront dès qu'on pourra rentrer plus facilement, parce que rentrer actuellement à Gaza c'est extrêmement difficile. Et donc quand on pourra y rentrer plus facilement, avec des autorisations plus faciles, avec un minimum de protection, je pense que la situation sera différente. Mais voilà. Mais à la date d'aujourd'hui, il est difficile de prévoir quand est-ce qu'on pourra être. Bon, c'était la question que j'allais dire. Que faire pour alerter ? Parler. Moi, je vais choisir les médias, les romans, en particulier. Bon, l'aide sur place. En fait, chacun peut agir à sa manière, en fait. Voilà. Il suffit d'y croire et de comprendre. L'écriture. Moi, c'est l'écriture. Et vous ne me verrez pas défiler dans la rue. Non, c'est pas mon style. Non, mais ça, on laisse ça aux politiques. Chacun agit à sa manière. Moi, ma façon d'agir envers les Palestiniens civils, en tout cas, la population de là-bas, c'est d'écrire et d'alerter, justement. C'est pour ça que je vais prendre mon bâton de pèlerin pour diffuser ce roman. On va montrer, justement. Et d'où le titre, « Quand l'olivier, qui est signe de paix, renaîtra de ses cendres ». Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. Merci.